Dans l'histoire de l'algèbre, quelque chose m'étonne. C'est le contraste entre l'universalité des problèmes, de l'Égypte à la Grèce, de Pékin à Bagdad, de la Mésopotamie à l'Europe, et la diversité des méthodes. On a l'impression que les devinettes numériques se sont répandues ou bien ont été réinventées pratiquement sous la même forme, tandis que les méthodes de résolution ne se sont pas ou peu diffusées. Autrement dit, les mêmes problèmes ont été résolus de tout temps et dans tous les pays, mais pas de la même manière. Il a fallu très longtemps pour qu'à partir de ces problèmes émergent les notions d'équation et d'inconnu. Voici un des exemples les plus anciens. Il est issu du papyrus Rhind, écrit vers 1650 avant notre ère, et qui compile des problèmes encore plus anciens. Une quantité et son septième, ajoutés ensemble, deviennent 19. Quelle est la quantité ? Réfléchissez à la succession des automatismes que ce problème déclenche pour nous. Une quantité, c'est l'inconnu. Sans nous demander pourquoi, nous l'appelons x. Puis, nous traduisons le problème en une équation. X plus un septième de x égale 19. Et cette manière de faire, qui nous paraît si naturelle, ne s'est imposée en Europe qu'au XVIIIe siècle, soit 36 siècles après le papyrus Rhind. Une fois l'équation écrite, nous la résolvons. Pour cela, nous avons tout un tas d'outils à notre disposition. Regrouper des termes, mettre en facteurs, réduire au même dénominateur, changer de membre en changeant de signe, multiplier par l'inverse. Et j'en passe. Pendant de nombreux siècles, aucun de ces outils n'existait. Pour autant, les problèmes étaient bien là, et on ne se laissait pas arrêter pour autant. Ils étaient résolus, et la bonne réponse était trouvée. Comment ? Par exemple, par les méthodes de fausse position dont je vous parle ailleurs. Elles ont été beaucoup plus universelles que nos x et nos y. Ce n'est qu'un exemple. La notion même de ce qu'est une équation était différente. Nos équations du second degré étaient résolues en Mésopotamie, en Grèce, chez les Arabes, comme des découpages d'air. Il n'était pas question de ax2 plus bx plus c, ni de b2 moins 4ac. Oh, je ne cherche pas, sous prétexte d'histoire, à vous faire revenir en arrière. Notre algèbre symbolique est évidemment plus puissante et plus simple que les méthodes anciennes. Pour autant, il est bon de prendre conscience du fait que cette algèbre n'est pas, comme on croit parfois, l'aboutissement d'un progrès unidirectionnel qui des Mésopotamiens aux Grecs puis aux Arabes aurait conduit jusqu'à nous. La preuve, c'est que les Indiens ont développé il y a longtemps une réflexion algébrique beaucoup plus proche de la nôtre que celle des Grecs avant eux et des Arabes qui leur ont succédé. En particulier, c'est en Inde que sont apparus les inconnus multiples. Ces inconnus n'étaient pas des X et des Y, mais des couleurs. Pourquoi des couleurs ? Eh bien, il se trouve qu'en Inde, le concept de couleur est beaucoup plus général que le nôtre. Déjà, il est profondément ancré dans la mythologie. Voici la légende de Krishna. Krishna n'est pas le seul dieu à peau bleue dans la religion hindoue, mais sa peau à lui est devenue bleue par la faute de la méchante démone Putane. Non, ce n'est pas de l'espagnol. Figurez-vous qu'elle l'a allaité avec son lait empoisonné. Et évidemment, Krishna, devenu grand, a tué Putane. C'était bien la moindre des choses. Mais rien n'y a fait. Sa peau est restée bleue. Dans sa jeunesse, Krishna se désespérait de savoir si sa bien-aimée Radha et les gardiennes de vaches Gopi l'aimeraient malgré sa peau bleue. Alors sa mère, fatiguée de voir son fils se lamenter ainsi, lui conseilla d'approcher Radha
et de jouer à lui colorer le visage. C'est ce qu'il fit. Et depuis ce jour, la coloration du visage de Radha est commémorée lors de Holi. Holi, c'est le festival des couleurs, une fête de printemps célébrée dans toute l'Inde, où on joue à se jeter des poudres de couleurs à la figure. C'est vous dire s'ils y tiennent, les Indiens, à leurs couleurs. D'autant que le concept de couleur chez eux est encore beaucoup plus profond. Le même mot, varna, désigne non seulement les couleurs que l'on se jette à la figure, mais aussi, et sans doute en liaison avec les couleurs de peau, les castes qui divisent la société indienne depuis très longtemps. Utiliser ce même concept pour désigner des quantités que l'on doit dénombrer séparément parce qu'elles sont de nature différente a dû sembler naturel aux premiers mathématiciens indiens. La première trace qui nous en soit parvenue date de Brahmagupta, au 7e siècle de notre ère. Mais Brahmagupta présente cela comme une méthode ancienne. Elle date probablement au moins d'Aryabhata à la fin du 5e siècle, et peut-être d'avant. Comme la plupart des mathématiciens indiens, Brahmagupta était avant tout un astronome. Il était même le directeur de l'observatoire d'Ujjain, une ville du centre de l'Inde. Celui que vous voyez est de construction relativement récente. L'observatoire de Brahmagupta a disparu depuis longtemps. Son œuvre principale s'appelle le Brahmasphutta Siddhanta, ce qui veut dire la doctrine de Brahma correctement établie. Elle contient 2 chapitres de méthodologie mathématique. L'algèbre apparaît dans le chapitre 18. Voici les 2 premiers versets. Rares sont les questions qui peuvent se résoudre sans le pulvérisateur. Je proposerai donc son étude accompagnée de problèmes. Le pulvérisateur, ou Kutaka, c'est l'outil de base de l'arithmétique et de l'algèbre en Inde depuis Aryabhata. C'est l'algorithme de résolution d'une équation linéaire en nombres entiers à 2 inconnus. Vous pouvez le voir comme une variante de l'algorithme d'Euclide pour déterminer des identités de Bézout. Par le pulvérisateur, le zéro, les quantités négatives et positives, la quantité inconnue, l'élimination du terme médian, les couleurs et leurs produits, par le carré affecté, s'ils sont bien compris, un homme devient professeur parmi les savants. Vous avez là un résumé presque complet de ce qu'était l'algèbre au temps de Brahmagupta et pendant au moins 5 siècles après lui. Par rapport à nos propres méthodes, c'est un peu dans le désordre, mais tout a un sens. Le zéro, les quantités négatives et positives servent à simplifier les équations, en faisant passer les termes d'un côté à l'autre. L'élimination du terme médian et le carré affecté servent à résoudre les équations du second degré, en faisant apparaître dans un membre le développement du carré d'un binôme. Enfin, la quantité inconnue, les couleurs et leurs produits résument les différentes manières de combiner entre elles les inconnus. Laissons s'écouler 5 siècles pour arriver au temps de Bhaskaracharya. Mais si, vous savez bien, l'auteur de Lilavati, la belle dont les yeux sont inconstants comme ceux de la jeune gazelle. Et Lilavati est un traité d'arithmétique. Et Bhaskara a aussi écrit un traité d'algèbre, Bija Ganita. Ganita signifie science du calcul. L'arithmétique est la Pati Ganita. L'algèbre est la Bija Ganita. Quelle différence fait-il ? Il suffit de le lui demander. Le Pati arithmétique est proportion et le Bija algèbre, pure pensée. Qu'y a-t-il d'inconnu pour qui est intelligent ? Ceci est donc dit pour les lents d'esprit. Et Vlan, il ne nous l'envoie pas dire.
Le bija n'est pas réduit à la nature des couleurs. Il n'y a pas plusieurs bijas séparés les uns des autres. Le bija est une unité pensée parce que la création mentale n'est pas de petite envergure. Bija désigne la graine ou l'origine. Bija Ganita, c'est donc le calcul qui est à l'origine de tous les autres calculs, ou le calcul sur les causes premières. Voici le premier verset de la section 4 dans le premier chapitre. Autant que, et les couleurs, noir, bleu, jaune et rouge, ainsi que d'autres, au-delà de celles-là, ont été choisis par de vénérables professeurs comme nom des quantités inconnues, afin de les utiliser pour le calcul. Il se trouve que la première inconnue n'est pas une couleur, c'est Yavat Tavat, qui se traduit par autant que, dont l'abréviation est Ya. Les autres couleurs sont aussi abrégées par leur première syllabe. Voici donc les premières inconnues. Ya, Ka, Ni, etc. Au lieu de nos X, Y, Z. Pour les distinguer des coefficients, les termes constants ont leur propre symbole, rupa, qui veut dire unité. Reste à noter les puissances. Un produit se dit bhavita, ce qui signifie futur ou à venir, ce qui est un peu l'idée de produit si l'on y réfléchit. Le carré se dit varga, qui signifie aussi corps d'armée. L'analogie géométrique est claire. Le cube est ghana, qui veut aussi dire solide. Bien sûr, les inconnus et les opérations se combinent à volonté. Par exemple, Yava désigne la première inconnue au carré. Kaga désigne la seconde inconnue au cube. Pour effectuer le produit des deux, on ajoute Ba, qui est l'abréviation de Bhavita. Les coefficients devant les bonhommes peuvent être positifs ou négatifs, auquel cas ils sont notés avec un point au-dessus. Il n'y a donc pas besoin de signe particulier pour l'addition, qui est une simple juxtaposition. Voici un des exercices donnés par Bhaskara. Vous allez voir que sa notation n'est pas beaucoup plus compliquée que la nôtre. Il s'agit d'effectuer le produit de moins 3x moins 2y plus z plus 1 par lui-même, doublé. Remarquez que Bhaskara donne le résultat dans l'ordre où nous le donnerions nous-mêmes. À quoi sert cette écriture ? Eh bien, à écrire, simplifier, puis résoudre des équations. Quelqu'un possède 300 unités d'une monnaie et 6 chevaux. Un autre, 10 chevaux du même prix, mais une dette de 100 unités. Les deux sont également riches. Quel est le prix d'un cheval ? Les deux membres de l'équation sont écrits l'un au-dessus de l'autre dans le texte. Ensuite, la règle dit qu'il faut soustraire les coefficients de l'inconnu et ceux de l'unité. C'est exactement ce que nous ferions aussi. La racine carrée de la moitié d'un essaim d'abeilles est allée vers un buisson de jasmin. Les 8/9 de l'essaim ont fait de même. Une femelle volait autour d'un mâle restant qui bourdonne à l'intérieur d'un lotus dans lequel il s'est piégé, attiré qu'il était par sa fragrance nocturne. Dis-moi, délicieuse dame, le nombre des abeilles. Bhaskara pose l'inconnu égal à la racine carrée de la moitié de l'essaim complet. Il écrit l'équation de l'énoncé qui est 2x2, l'essaim complet, égale à x plus 16/9 de x2, soit les 8/9 de l'essaim plus les 2 abeilles esselées. Il multiplie le tout par 9 pour se débarrasser du dénominateur. Et la résolution peut commencer. Les deux membres sont l'un au-dessus de l'autre. Tous les termes sont écrits, même ceux dont le coefficient est nul.
La méthode consiste d'abord à effectuer les soustractions nécessaires pour annuler des coefficients. On obtient donc 2x2 moins 9x égale 18. Ensuite, on multiplie par 8, puis on ajoute 81 aux deux membres pour compléter le carré dans le premier membre. On extrait ensuite la racine carrée des deux membres, ce qui donne 4x moins 9 égale 15. Et l'inconnu était donc égal à 15 plus 9 divisé par 4, soit 6. Et la taille de l'essaim était 6 au carré multiplié par 2, donc 72. Bhaskara est parfaitement conscient du fait qu'un nombre positif a deux racines, une positive et une négative. Il ne manque pas de le signaler quand c'est nécessaire. Voici maintenant un système d'équations. Les chevaux de 4 personnes sont respectivement 5, 3, 6 et 8. Les chameaux 2, 7, 4 et 1. Les mules 8, 2, 1 et 3. Et les moutons 7, 1, 2 et 1. Tous sont également riches. Dis-moi individuellement, mon ami, les prix des chevaux et du reste. Vous voyez que l'écriture de Bhaskara n'est pas très différente de la nôtre. Dans la mesure où la fortune commune des 4 hommes n'est pas précisée, c'est un système indéterminé qui peut avoir une infinité de solutions. On les trouve en se ramenant par élimination successive à une seule équation à 2 inconnus, que l'on résout par le pulvérisateur. Et maintenant, à vous de jouer. Voici 3 énoncés de Bhaskara. Écrivez donc leur mise en équation à la manière indienne. 8 rubis, 10 émeraudes et 100 perles qui sont sur ta boucle d'oreille, ma bien-aimée, ont été achetés par moi à ton intention, et pour des sommes identiques. La somme des prix des 3 sortes de joyaux était 3 de moins que la moitié d'une centaine. Donne-moi le prix de chacun à courte dame, si tu es versé dans ce genre de calcul. 4 joailliers possèdent respectivement 8 rubis, 10 saphirs, 100 perles et 5 diamants. Chacun offre de son avoir une pièce à tous les autres en témoignage d'égard et de reconnaissance pour leur rencontre. Ils se trouvent alors à la tête d'avoirs de valeurs égales. Dis-moi, mon ami, quels étaient les prix respectifs de leurs joyaux. La 8e partie d'une troupe de singes au carré sautait dans un bosquet, ravis de l'exercice. 12 singes restants ont été vus sur la colline, s'amusant à bavarder entre eux. Combien étaient-ils en tout ? Vous vous doutez bien que s'agissant des mathématiques indiennes, je n'allais pas laisser passer l'occasion de caser un ou deux de ces énoncés flamboyants du maître Mahavira, dont je raffole. Un sorcier doté de pouvoirs d'incantation mystique et de remèdes magiques, voyant se dérouler un combat de coqs, parla en privé à chacun des 2 propriétaires. À l'un, il dit « Si ton oiseau gagne, alors tu me donnes ta mise, mais si tu ne gagnes pas, je t'en donnerai les 2 tiers. » Allant vers l'autre, il promit de même les 3 quarts. De chacun d'eux, son gain aurait été de seulement 12 pièces. Dis-moi, ô ornement des mathématiciens de première classe, quel était l'enjeu de chacun des propriétaires ? Le 16e d'une collection de pans, multiplié par lui-même, était sur un manguier. Un 9e du restant, multiplié par lui-même, avec 14 pans, était dans un bosquet de tamala. Combien était-il en tout ? Vous avez le droit de remarquer que si on voulait vraiment savoir combien il y avait de pans,
Il aurait été plus simple de les compter plutôt que d'imaginer un énoncé aussi tordu. Et après tout, il n'y en a que 48. Peut-être, mais cela aurait été moins algébrique d'une part, et surtout moins poétique. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, je suis déçu, moi qui vous prenais pour l'ornement des mathématiciens de première classe.